Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, symbiose entre le peuple camerounais et son armée. La 43e fête de l'unité ce mercredi a été l'occasion de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la souveraineté nationale. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi reçu ce mercredi à la Maison-Blanche par son homologue Barack Obama, une rencontre consacrée au renforcement de la coopération bilatérale et notamment militaire, et puis les préparatifs du symposium international pour le dialogue interreligieux et interculturel en faveur de la paix vont bon train au Bénin. Il est prévu du 26 au 28 mai prochain. Mais avant de développer ces titres, du nouveau dans l'affaire Polérik à Kingé au Cameroun, le ministère public a demandé ce jeudi l'acquittement de l'ancien maire RDPC de Djombe Pendia, une commune du département du Mungo dans la région du Littoral. L'affaire a été mise en délibéré le 18 juin prochain. Rappelons que Polérik Kingé s'était illustré par des actions de lutte contre la corruption dans sa localité. Il avait été arrêté en 2008 pour complicité de pillage et incitation à la révolte dans le cadre des émeutes qui s'étaient déroulées à Djombe Pendia du 25 au 28 février 2008. Un an après le début du conflit armé contre le groupe islamiste Boko Haram, c'est un Cameroun soudé derrière ses forces de défense qui a célébré ce mercredi sa 43e fête nationale. Invité d'honneur au boulevard du 20 mai, le Tchad, un contingent de 200 militaires a pris part au défilé présidé par le chef de l'État, Paul Biya. Reportage de nos envoyés spéciaux, Narcisse Dombé, Paul de Singwe et Babilas Boton. C'est dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme transfrontalier que le Cameroun a célébré ce 20 mai 2015 sa 43e fête nationale. À Yaoundé, la capitale, la grande parade civile et militaire présidée par le chef de l'État Paul Biya a été le principal temps fort de cette célébration. Mais au-delà de l'aspect festif, la commémoration de l'avènement de l'État unitaire est aussi considérée comme un moment de méditation pour certains. C'est l'occasion des uns et des autres, d'abord pour une introspection, afin de rendre hommage à la mémoire de ceux qui se sont battus pour que nous accédions à la souveraineté nationale, mais également un moment pour rendre hommage à la mémoire de ceux-là qui ont disparu pour défendre notre territoire. L'agression que subit le Cameroun au niveau de ses frontières a pour conséquence le réveil de la fibre patriotique chez les habitants, sans distinction de famille politique. Non, c'est une très bonne impression parce qu'on a vu toutes les forces vives, les partis d'opposition et tout le monde faire chorus pour le soutien du chef de l'État contre cette nébuleuse qui veut déstabiliser notre pays. Le principal leader de l'opposition, M. Nidjon Frundi, était là et son parti a très bien défilé. Ceci prouve que le Cameroun est un État démocratique, un État libéral, un État où il n'y a aucune intolérance. Pour la jeunesse camerounaise, prendre une part active à la fête de l'unité est une façon de célébrer l'unité nationale et les forces de défense. En fait, j'ai trouvé ce défilé spectaculaire, original comme toujours, bien assidu. Franchement, j'étais émue de voir l'organisation des élèves, des hommes en tenue. J'attire l'attention des Camerounais pour dire que la paix est plus importante que tout et qu'on ne se verse pas du côté des néants. Bon, du côté ennemi, je veux dire. Mais plutôt, si nous nous unissons, nous allons former encore un Cameroun plus solide que celle-ci. Après la Côte d'Ivoire en 2014, c'est au Tchad, pays allié dans la guerre contre Boko Haram, que le Cameroun a déroulé le tapis rouge. C'est un contingent de 200 soldats de l'armée tchadienne qui a ouvert le défilé au boulevard du 20 mai. Une façon pour ces deux pays de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon et Guinée-Bissau, c'est l'itinéraire de Mohamed VI. Le roi du Maroc a entamé ce 20 mai une nouvelle tournée africaine, la 3e en 3 ans, en vue le renforcement de la coopération sud-sud via la signature de nouveaux accords de coopération dans les secteurs des télécoms, de l'immobilier ou encore le secteur bancaire. C'est un symbole fort. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a été reçu ce jeudi à la Maison-Blanche par son homologue américain Barack Obama. Le président tunisien espère notamment une hausse de l'assistance militaire américaine pour lutter contre la menace terroriste. Aminata Diak et Arwa Barkala.
première visite officielle aux États-Unis du président tunisien Béji Caïd Essebsi ce mercredi et pour 2 jours. Au cœur de la rencontre entre le président Obama et son homologue tunisien se trouvent les enjeux économiques, sociaux et sécuritaires de 11 millions de Tunisiens, 2 mois après les attentats du musée du Bardo. La visite du président tunisien aux États-Unis est une visite stratégique et politique. Il s'agit là en fait de renforcer le partenariat entre les 2 pays afin d'aider la jeune démocratie tunisienne dans sa transition politique. Cela se traduit par 3 priorités. Un soutien économique, une assistance technique pour engager des réformes, réduire le chômage qui est assez élevé chez les jeunes Tunisiens et surtout le renforcement de la coopération sécuritaire pour lutter contre le terrorisme. Je rappelle que la Tunisie a été victime d'un attentat au musée du Bardo le 18 mars dernier, sans oublier la situation en Libye qui constitue une réelle menace pour la Tunisie aujourd'hui. Dans le bureau ovale, l'exécutif américain a affiché sa volonté de renforcer et étendre le partenariat stratégique avec le nouveau gouvernement tunisien. Le secrétaire d'État John Kerry, qui s'était rendu en Tunisie en février dernier, a signé mercredi avec le président un document en ce sens. Si les États-Unis et d'autres aident la Tunisie, alors oui, nous pouvons devenir un modèle. Nous n'avons pas encore réussi, nous avons simplement franchi quelques étapes. La croissance économique de la Tunisie a été de 1,7% au premier trimestre 2015 contre 2,2% à la même période en 2014. Une baisse qui s'explique par la dégradation des comptes publics et la situation sécuritaire fragile, notamment après les attentats contre le musée du Bardo. La rencontre tant attendue entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo a finalement eu lieu ce mercredi en Guinée, un face-à-face qui avait pour objectif de sortir de l'impasse politique à l'approche des élections, mais qui ne semble pas avoir porté ses fruits. Voyez ce reportage à Conakry de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Le chef de file de l'opposition chez le président de la République. Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé tentent de mettre un terme à la crise politique qui secoue le pays depuis l'annonce par la CENI du calendrier électoral qui fixe l'élection présidentielle au 11 octobre prochain et les élections locales à mars 2016. L'opposition souhaite l'inverse, message transmis au président Condé par son principal opposant. Une perspective de dialogue pourrait naître de cette rencontre. Dans l'intérêt de la démocratie à la base, de la paix et de la cohésion sociale, il serait bon de faire l'effort de trouver une solution permettant d'organiser ces élections communales. Il a dit qu'il a pris bonne note et qu'il fera savoir ultérieurement quelle est sa position, parce que lui, son rôle, dit-il, c'est d'écouter et la mouvance et l'opposition et après essayer en fonction de ces positions-là de proposer une solution. Le président guinéen a déjà fait savoir qu'il ne reviendrait pas sur le calendrier électoral de la CENI qui prévoit la présidentielle avant les locales, ce que conteste l'opposition. À Conakry, plusieurs observateurs restent pessimistes sur une organisation consensuelle des élections présidentielles et communales en raison des positions figées des uns et des autres sur ce principal point d'achoppement. Une feuille de route commune n'est cependant pas à exclure. Autant la CENI n'a le droit de proroger le mandat présidentiel, autant elle n'a le droit de proroger le mandat des élus locaux dans le cadre de la décentralisation. Donc en couplant, ça fait de l'économie au niveau du pays, ça rapproche les échéances, sans compter que le pays va cesser de vibrer au rythme d'élections en permanence. Cet avis est partagé par de nombreux Guinéens. Reste à savoir si le président Alpha Condé choisira l'option de coupler présidentiel et communal. C'est la deuxième fois qu'il rencontre son principal opposant Cellou Dalein Diallo depuis son élection en 2010, pendant que les Guinéens attendent désormais la solution de sortie de crise du locataire du palais Sékou Touréa. Du 26 au 28 mai prochain, le Bénin accueillera un symposium international sur le dialogue interreligieux et interculturel en faveur de la paix. Et en prélude à ce grand rendez-vous, le professeur Albert Tevoitre, initiateur du projet, a rencontré les acteurs de la presse pour un échange autour de l'esprit du symposium. Lefty Ono.
Face au phénomène racial à connotation religieuse dans le monde, et principalement en Afrique, le professeur Tevo Edjere, ancien médiateur de la République du Bénin, propose l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Ce projet fera l'objet d'un symposium du 26 au 28 mai prochain à Cotonou. Objectif, s'appuyer sur le dialogue interreligieux et interculturel pour favoriser la paix entre les communautés. Et nous avons cette chance-là que le Bénin devienne un carrefour porteur de cette idée avec la coopération de beaucoup d'anciens qui ont été eux-mêmes acteurs dans ce domaine comme le Mali. Et je suis très heureux que nous puissions du 26 au 28 mai prochain au Bénin sortir un manifeste et sortir un projet qui pourra être pris en compte dans toutes les institutions internationales et dans l'opinion publique africaine. Cet appel de Cotonou se veut être l'exemple d'une volonté de vivre ensemble des confessions religieuses. Il s'agit de mener des actions communes de développement en vue du renforcement de la paix. C'est un espace où plus de 200 personnes viennent de l'extérieur au nom de la religion, au nom du dialogue interreligieux, pour que l'on mette de commun accord un système en place pour faire dialoguer les gens. Au-delà de leurs barrières religieuses, que les gens puissent avoir un pont entre eux pour dialoguer et vivre ensemble en tant que des humains sur la même terre. Le Centre panafricain de prospective sociale et la Fondation Cardinal Bernardin-Ganty se tiennent mobilisés pour asseoir avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny et d'autres structures continentales les bases de la paix en Afrique. La rencontre de Cotonou réunira plus de 200 participants de diverses religions. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.